suis très heureuse de vous présenter Jean-Marie Le Gall, magnétiseur à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques, qui depuis l'enfance a des capacités exceptionnelles. Durant sa jeunesse, il va être amené à vivre de nombreuses expériences de médiumnité, de magnétisme et de psychokinésie. Désirant en comprendre davantage sur l'origine de ces phénomènes, il ira jusqu'à participer à diverses expériences scientifiques. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Florinette, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de passer ce moment en ta compagnie pour parler de ton ouvrage « Contact avec l'au-delà », dans lequel tu te dévoiles en revenant sur ton parcours jalonné de tous ces phénomènes paranormaux. Mais également, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est que tu nous présentes dès les premières pages tes parents, avec une très belle photo de leur mariage, et puis ta venue au monde, et puis d'un seul coup, on rentre mais vraiment dans le vif du sujet, puisqu'en fin de compte, on sent que c'est vraiment très tôt que tu as été confronté à des manifestations du monde invisible. Alors d'abord, je voulais te remercier Florinette que tu me donnes ce temps d'écoute et de partage, et je voulais dire au départ de notre échange que mon but, ce n'est pas de convertir qui que ce soit. C'est important. Le but, c'est de partager avec cœur ce qui m'est arrivé depuis ma prime enfance et jusqu'à maintenant, et de partager avec vous un vécu bouleversant. Après, à tout à chacun, vous ferez votre conviction tout à fait personnelle. Je pense qu'il fallait le dire en introduction. Oui, c'est important. Je tiens aussi à dire que je n'ai jamais été élevé ou vécu dans un domaine où on parlait de spiritualité et de médiumnité. C'est important aussi à te le dire. Donc, j'ai été confronté très jeune et très rapidement, dans ma toute petite enfance, à des manifestations que je ne comprenais pas et qui se manifestaient comment? Les premières manifestations vraiment de la prime enfance, c'était lorsque je m'endormais le soir et la nuit, je voyais des lumières, je me réveillais brutalement et je voyais à travers le mur devenir phosphorescent et lumineux des personnages au départ tout à fait lumineux qui s'approchaient de mon lit et qui prenaient des traits humains, de garçons, de filles, d'adultes, de gens âgés, et ça me foutait une frousse. Et donc j'allumais la lumière, effectivement quand j'allumais la lumière, il n'y avait plus personne, je me précipitais dans la chambre de mes parents en disant il y a un monsieur, il y a des gens dans la pièce, ou il y a des gens qui ont traversé des murs, et mes parents venaient me voir, allumer la lumière en disant mais Jean-Marie, tu as dû faire un mauvais cauchemar, et voilà, en quelque sorte on dirait tu as un peu halluciné. Et donc, ces manifestations devenaient répétitives la nuit, mais aussi le jour. Et comme tout enfant, je dirais que la petite fille, elle aime jouer avec ses poupées. Moi, j'aimais jouer avec des soldats et avec des châteaux forts. Hein. Voilà. Et du reste, je pense que je vais évoquer cette expérience bouleversante qui m'est arrivée. Un matin, tranquillement, donc en pleine lumière, je tiens à préciser, pas de bougie, pas de cérémonie, rien. J'étais en train de jouer avec, comme tout petit garçon, avec mon château fort, et je vois à travers le mur un personnage, enfin plutôt une forme lumineuse, ça commence toujours comme ça, hein, une forme lumineuse ovoïde, traverser le mur, venir au milieu de la pièce et se matérialiser, se densifier au fur et à mesure pour prendre progressivement des traits caractéristiques. Et je vois un personnage un peu hautain, un peu, je dirais, professeur sur les bords, qui m'impressionne et qui vient vers moi pendant que je jouais avec ce fameux château fort et qui me dit je viendrai souvent te voir et en plus, j'ai habité à un temps très reculé, j'ai habité très près de chez toi. Et donc, ce personnage venait assez régulièrement pendant mes jeux d'enfants, surtout mes jeux avec mes petits soldats, jusqu'à un jour, bon, après, il se dématérialisait. Et voilà, c'est arrivé au moins une quinzaine ou une vingtaine de fois. Alors, je vais partager l'image, mais je pense que les gens vont le reconnaître, peut-être. Vas-y, et là, tu peux… Alors, effectivement,
Alors, cette illustration qui a été faite par un ami qui s'appelle Jean-Claude Boer, je tiens à le signaler, dessinateur professionnel, qui a eu la gentillesse de me faire ce dessin pour l'illustration de mon ouvrage Contact avec l'au-delà aux éditions Lanor. Et ce personnage que vous voyez apparaître en haut, eh bien, je ne savais pas qui c'était. Et dans les années, ce que je vais évoquer beaucoup plus tard, dans les années 74-75, où j'ai entendu parler de la philosophie spirit, du spiritisme, qui est une philosophie et une pratique spirituelle, mes cousins, Claude et Monique Réel, on fait un peu un saut dans le temps, lorsqu'on parle de médiumnité, je ne sais même pas ce que c'est, me disent, mais tu sais, Jean-Marie, au 19e siècle, il y a une philosophie avec un homme qui s'appelait Hippolyte Rivail, ah bon, qui était un enseignant notoire, qui a, non pas créé, contrairement à ce que croient les gens, a codifié un certain nombre de messages reçus du monde spirituel par le monde des esprits, et avait fait un livre qui est devenu un best-seller mondial, qu'on appelle le livre des esprits, et entre autres le second tome, qui était le livre des médiums. Ah bon, ok. Et il me dit, bah, je vais te montrer ces livres-là, et oh, chose rare, il me montre des illustrations de ces rares photos qui étaient prises, et des illustrations très rares de Hippolyte Rivail, plus connu sous le nom d'Allan Kardec. Et à ce moment-là, aux stupéfactions, Florinette, je reconnais mon personnage que j'avais vu quand j'étais tout petit. Et plus, Claude me dit, mon cousin, mais en plus, je ne sais pas si tu sais, Jean-Marie, j'habitais à l'époque dans le 7e arrondissement de Paris, rue Léon-Vaudoyer, et au bout de la rue Léon-Vaudoyer, il y a l'avenue de Saxe et le square de Saxe. Il me dit, mais tu sais, Hippolyte Rivail, Allan Kardec, il habitait au bout de ta rue. Je dis, pardon? Ben oui, il habitait, Allan Kardec a habité un certain nombre d'années au bout de ta rue. C'est fou. Alors, toujours la même question qu'on pourra éternellement se poser, Florinette. D'où vient l'information? Ouais. Il y a une information extrasensorielle qui est transmise, mais quelle en est la source? On va tourner des fois autour du pot, autour de ça. D'où ça vient? D'où ça vient? Mais là, ai-je puisé ça dans un inconscient collectif? C'est peut-être chercher une aiguille dans une botte de foin. Surtout à 7 ans, je veux dire, je sais voilà. pas. Enfin, et pourquoi lui? C'est ça, des fois, on se dit, mais c'est fou. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà dans une vie antérieure ou qu'il y a eu peut-être un lien? Parce que c'est vrai, quand on dit Allan Kardec, je fais, waouh, c'est incroyable, quoi, que ça soit lui qui soit venu vers toi. Ben, tu sais, comme je me suis exprimé dans le livre, comme dans le DVD qui est derrière toi, qui s'appelle Les mains de lumière, j'ai commencé du reste ce DVD par une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Socrate, qui disait au moins une chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc, tu vas peut-être, les gens pourraient me poser beaucoup de questions, m'ont beaucoup posé de questions depuis 30 ans que je parle un peu, et je commence tout de suite en te disant, mais finalement, je ne sais pas grand-chose, et je ne sais pas. Je constate que dans mon itinéraire de vie, un certain nombre de choses me sont arrivées, et je n'ai malheureusement pas toutes les réponses. Je fais plus de constatations que de réponses toutes faites. Ça va, oui, mais c'est sûr, hein, de toute façon, on peut pas savoir. Hein. Ça c'est une très belle phrase qu'il a dite. Et en plus, après, toi, ça va aussi, ces contacts vont même venir dans des rêves, parce que tu fais un rêve récurrent qui est aussi extrêmement étonnant. Ah oui, alors effectivement, il y a une autre facette qui m'arrive, c'est qu'effectivement, et qui continue toujours à l'heure actuelle, je fais un rêve, et j'appellerai, mais attention, c'est un rêve lucide. Alors, il faut quand même un peu expliquer pour certaines personnes. Tout le monde, heureusement, nous rêvons. On ne se rappelle pas forcément. Mais là, je me réveille dans le rêve, ce qu'on appelle un rêve lucide. C'est-à-dire, je sais, je ne me fais pas emporter par mon rêve, je suis spectateur de mon rêve. C'est-à-dire, je sais que je rêve. Il y a une nuance. Je sais que je suis en train de rêver et j'observe comme quelqu'un qui est dans un cinéma une scène qui se déroule devant moi. Et je vois dans mon rêve, j'ai l'impression comme donc je suis un spectateur devant un écran. Je dis Jean-Marie, je sais que je rêve. Et comme sur un écran de cinéma, je vois le déroulement d'un scénario. Et je me retrouve dans une période très lointaine du temps des druides.
Enfin, attention, je ne savais pas, je fais un peu à l'envers. Je me retrouve dans la scène où je me retrouve dans une clairière avec effectivement un objet qu'on appelle un menhir et un dolmen. Je vois à l'époque ce rêve qui est devenu récurrent de l'âge de 7 ans jusqu'à 21 ans, chaque année de mon anniversaire. Et je me vois donc dans cette espèce de prairie clairière, devant ce monument que je sais est un dolmen, devant des hommes que j'appellerais habillés à l'époque, habillés en pyjama, mais en pyjama avec des espèces de toques, habillés en espèces. Alors, il y avait des gens qui étaient habillés en vert, des gens qui étaient habillés en bleu et des gens qui étaient habillés en blanc. Et curieusement, il y en avait sur certains qui étaient habillés en blanc, ils avaient une espèce de toque avec un symbole au milieu du front, comme une barre et 2 barres sur le côté. Ce qu'on a appelé soit le triskel, voilà, triskel, ou effectivement symbole druidique, mais que j'ai découvert beaucoup plus tard. Et je vois ce personnage habillé en blanc qui m'invite à le suivre, à aller sous ce dolmen. Et il y avait un tabouret, il me demande de m'asseoir et il impose les mains en me mettant une main sur l'os frontal, sur le front, une autre sur l'occiput. Il commence à baragouiner des sons, des lettres, je ne sais pas si c'était du gaélique ou j'en sais rien. Et à la fin de cette… Alors, il avait trempé ses mains aussi dans une bassine d'eau. Et à un moment donné, après, il me dit, ça y est, le contact est établi et la glande est activée. La glande est activée. Je pensais au gland du chêne. Ouais. Donc là, il me dit, c'est activé. Et il me donne, en sortant de cette initiation, entre guillemets, il me donne une aiguille de pain qui ressemble étrangement, on le sait maintenant, à la glande pinéale. Il me donne ça, je sors de cette cérémonie qui est un peu racontée dans mon ouvrage, mais pas complètement, donc tu as la primauté de la voir aujourd'hui, et je me retrouve avec ces hommes habillés en pyjama, en blanc, en bleu, en vert, mais avec d'autres personnages que je rejoins et avec qui je fais une chaîne sympathique où on se tient par la main dans cette clairière en train de regarder un ciel bleu. Et je suis toujours spectateur de ce scénario qui m'étonne. Et à ce moment-là, on voit dans le ciel apparaître au loin comme un objet sous forme de cigare, je l'appellerais cigare volant, utilisant ce mot-là, qui se déplace en notre direction, qui vient se positionner à peu près à 500 mètres au-dessus, donc il est très visible, très silencieux. Et de cet objet sous forme de cigare, il y a 3 petits objets qui en sortent par une trappe, qui descendent et qui ont une certaine forme qu'on appellerait un peu vulgairement de soucoupe volante, mais d'une certaine forme. Je ne sais pas si on pourra la voir. On la voit bien, oui. Cette forme. Et donc, il y en a une à droite, une à gauche, une au-dessus, qui nous balaye d'un rayon l'ensemble des personnages qui étaient là, qui nous scannent en quelque sorte, un par un, et qui progressivement, après, le cigare se déplace lentement et disparaît, et ces 3 objets aussi se déplacent et disparaissent. Et là-dessus, je me réveille. Le lendemain, d'une façon récurrente, le même rêve revient, mais avec la présentation d'un personnage à côté de cette même soucoupe, qui avait une tenue, une combinaison, les cheveux blonds, les yeux bleus argentés, les yeux bleus très profonds, qui me dit, bon, je ne comprends rien du tout, et ça s'arrête. Et ce scénario se répète pendant 2 ou 3 jours, suivant à chaque fois, tous les ans, jusqu'à mes 20-21 ans, d'une façon récurrente, chaque année. Et quand j'avais évoqué mes cousins Claude et Monique, avec qui j'ai fait un certain nombre d'expériences de médiumnité, comme lorsque je l'ai évoqué avec Alain Kardec, un jour, Claude me dit, dans les années 77, 78, 80, on parle du phénomène ovni, du phénomène extraterrestre, avec tout ce que ça comprend, hein, des dérapages,
et tout ce qui peut se passer, tout n'importe quoi dans ce domaine-là. Et il me dit, j'ai un livre, Jean-Marie, alors comme on en avait parlé, je ne sais pas, moi il est à l'envers, je ne sais pas, vous s'il est à l'endroit. Si, très bien. Voilà. Ah, bah, si je parle, ça va revenir sur moi. Voilà. Et donc, je vois cette couverture de livre et je zappe là-dessus, sur cette soucoupe, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et il voit sur mon visage ma stupéfaction. Il me dit, ça va, Jean-Marie? Je dis oui. Et il me dit, mais il semble que sur la couverture, il y a quelque chose qui t'a interpellé. Et je lui dis, oui, mais c'est quoi ça? Et il commence à me dire, dans les années 50, il y a eu un personnage plus ou moins contesté qui s'appelait Georges Adamski. Tu as peut-être entendu parler, qui est un personnage plus ou moins controversé, qui aurait eu des manifestations de cigares, de soucoupes volantes et avec un contact, entre guillemets, avec dit un Vénusien, effectivement, qui lui aurait donné un certain nombre de messages. Alors, je me permets d'ouvrir la BD, et à un moment donné, moi, je feuillette et je tombe sur cet extrait du livre. Et aux stupéfactions, on le voit un peu plus là sur l'écran, je reconnais ma soucoupe et je reconnais le même personnage. Le personnage qui est décrit dans cette bande dessinée, qui s'appelle Horton, qui est le contact avec ces extraterrestres qu'a eu effectivement Georges Adamski, eh bien, la soucoupe et le personnage présenté dans ce récit d'Adamski, eh bien, c'était la même chose que j'avais vu, Florinette. C'est incroyable, ça a dû faire un choc quand même parce que tu te dis, waouh. Et tu es une des premières personnes en qui j'en parle, hein, parce que je n'ai jamais évoqué dans mon parcours de vie, depuis plus de 40 ans, tu es une des rares personnes en qui j'en parle la première fois à la radio. Je vais avoir 63 ans, je n'ai plus rien à risquer maintenant. Ah ouais. Donc c'est quand même, tu peux comprendre que ce sujet. Alors après, je me suis intéressé au phénomène OVNI et au cas Adamski. Mais tu peux comprendre que, alors, que par rapport à ce dossier sulfureux qui est Georges Adamski, moi je veux bien, mais comment ça se fait qu'un enfant de 7 ans que j'ai eu fait le récit et en plus que ça se greffe, soi-disant, dans une vie antérieure. Alors ce qui était intéressant dans l'histoire, je fais un peu des va-et-vient dans le temps, c'est que j'ai eu la chance d'expérimenter avec une chercheure en neurosciences qui s'appelle le docteur Florence Pousset, que je crois que tu connais, qui travaille effectivement sur un appareil, d'une caméra qui enregistre le champ électromagnétique, hein, et qui est venue me voir aussi à mon cabinet. Et lors d'expériences que nous avons faites qui ont enregistré le champ électromagnétique me concernant, à la fin de celle-ci, elle me fait une observation très intéressante. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi, Jean-Marie, mais dans ton champ électromagnétique et par rapport à ton cerveau que je vois par rapport à la détection de ce champ, il y a un endroit très spécifique qui est très activé chez toi, entre autres, c'est la glande pinéale. Comme par hasard. Grand écart dans le temps. Hein. Grand oui, écart ça, dans le temps, Florinette. Grand écart dans le temps. Donc, voilà, je voulais, entre autres, dans ce parcours de rêve qui m'arrive. Récurrent, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un rêve récurrent qui va revenir comme ça jusqu'à tes 21 ans. Alors, ce qui est curieux… Est-ce que le scénario va évoluer ou tu auras toujours le même? Eh bien, ce qui est curieux, c'est qu'au moment, avec ses cousins, que je fais ces séances de médiumnité, que effectivement, Claude me présente l'ouvrage que je t'ai montré, qu'on parle du cas Adamski à ce moment-là, tout s'est arrêté. Oh là là. Ah, c'est à ce moment-là qu'il s'est arrêté. C'est à ce moment-là, quand j'ai eu l'information donc de la BD, que j'ai lue, avec d'autres cas, que je me suis intéressé plus spécifiquement, que j'ai pu voir cette soucoupe et le cas Adamski, dans les années qui se sont déroulées, ce rêve récurrent s'est arrêté. Comme s'il fallait que ça s'engramme dans le temps. Et quand j'avais eu le lien avec cette histoire, alors on peut dire que c'est de l'imaginaire, on peut dire tout ce qu'on veut, et bien ça s'est arrêté.
c'est incroyable. Alors, ouais, il fallait que tu aies l'information. Oh, J'ai l'information. c'est stupéfiant, là. Franchement, bah, dis donc, on suis sans voix. Voilà, c'est vraiment ah ouais, une Ça expérience pose vraiment question. étonnante. Ah oui, oui, complètement. Mais ouais, mais ça soulève mais plein de questions. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Alors, je sais que le cas Georges Adamski est défendu par certains et Oui. contesté par d'autres. Après, moi, j'ai ma conviction personnelle, Mm. mais ça ne m'explique pas comment un enfant de 7 ans vit ce genre de choses, a, à tort ou à raison, une observation 30 ou 40 ans après, 25 ans ou 30 ans après, et que d'autre part, ce scénario qu'on pourrait dire fantasmagorique, imaginaire, parce qu'on m'a tout dit, hein, vient dans. Alors, pour clôturer là-dessus, c'est qu'effectivement, par la suite, pour faire le lien aussi là-dessus, on a parlé avec Claude et Monique de mon rêve. Donc, je leur ai expliqué pourquoi ça m'avait interpellé. Mais moi, à l'époque, bien que je m'appelle Le Gall, je ne connaissais rien à la tradition celtique druidique. Et ils m'ont dit, mais Jean-Marie, attends, les gens qui sont habillés en blanc, en bleu et en vert, habillés avec mon langage de l'époque, en pyjama, ou en toque. Ouais. Mais ils m'ont dit, mais Jean-Marie, je ne sais pas si tu sais, mais les druides, ils étaient habillés en blanc. Et il y avait une hiérarchie dans cette tradition druidique. Les plus grands, entre guillemets, étaient habillés en blanc, mais les autres, ce qu'on appelait les ovates, avaient aussi une certaine couleur, comme les bardes, en bleu et en vert. Donc il me dit, la caractéristique que tu as dit de ces habits, au niveau de ces traditions, a réellement existé. Et quand j'ai montré effectivement le symbole, hormis le triskel qui est plus connu, mais il me dit, mais ce symbole, c'était ce qu'avaient les druides habillés en blanc sur leur tunique, sur leur front, tout autour là. Donc, où je suis allé chercher ces habits, ces couleurs, où je suis allé chercher ce symbole, dans un inconscient collectif. Ou alors, tu verras que toujours dans mon discussion, je laisse la porte à toutes les possibilités. Oui, bien sûr, mais là, c'est pour ne pas dire, oh ben le Gall, il sait, c'est comme ça. Ça peut être beaucoup plus subtil. On peut dire que peut-être, vu que j'ai une trace ancestrale, je m'appelle Jean-Marie Le Gall, que dans mon code génétique, toi, parce qu'on me l'a dit ça aussi, que dans la mémoire de mes arrière, effectivement, dans mon génome, dans mon ADN profonde, il y aurait des traces de ces civilisations druidiques et qui ça serait engrammé dans mon génome. Pourquoi pas? Oui. Ou peut-être que tout simplement, c'est une réminiscence d'un passé lointain que j'aurais vécu. Voilà, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, on peut supposer plein de choses, En tout cas, mais c'est vraiment étonnant. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est le phénomène. Oui. Ah oui, non, mais là, j'en reviens pas. Hein. Puis en plus d'avoir vu ce personnage avec le même qui est représenté dans la bande dessinée, non, c'est vraiment étonnant. Hein. Je ne m'attendais pas à une telle révélation et je te remercie parce que c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Ouais. Oui. Beaucoup de questions. Y compris sur le cas Georges Adamski. Ça révèle pas mal de choses. Georges Adamski, il y a pas mal d'ouvrages chez Jean-Michel Grand-Cyr où là, alors je me permets aux gens, s'ils le retrouvent d'occasion, c'est une BD de Jacques Loeb et de Robert Guigui qui s'appelle Les dossiers des soucoupes volantes, qu'on peut retrouver sans doute en livre d'occasion. Et l'éditeur, c'est Dargaud, D-A-R-G-A-U-D. Alors, il n'y a pas que ce cas-là. Il y a des parties qui sont illustrées en noir et blanc, d'autres parties en couleur. Il y a toujours une partie dessin et une partie historique. Et donc, vous aurez à la fin de l'ouvrage, effectivement, le titre « Un prophète nommé Adamski » qui conclut la BD pour des gens qui éventuellement voudraient se la procurer ou se la retrouver, qui est une… Ah non, c'est très intéressant. Voilà. Ah ouais. Pour l'anecdote. Ouais. Bah, merci beaucoup. C'est passionnant, là. C'est vraiment chouette. Hein. Et donc après, pour en revenir donc à ce rêve récurrent, qui est donc, comme tu dis, un rêve lucide, puisque tu es conscient que tu rêves. Ensuite, dans ton livre, en avançant, on apprend que c'est difficile aussi à l'école parce que tes petits camarades voient que tu n'es pas pareil qu'eux, tu es différent,
puisqu'en plus, dans la classe où tu t'assois, ben, les ampoules se balancent, s'éteignent, s'allument, éclatent. Donc voilà, on voit vraiment tout ça jusqu'à l'arrivée, on va dire, de tes 14 ans, où je trouve aussi qu'il y a un passage qui est très émouvant, c'est quand ton grand-père médecin en maison de retraite te confie à l'oreille quelque chose. Oui, mais je veux dire, c'est vrai, comme on dit, on ne peut que survoler à travers Oui, notre entretien. Il y a beaucoup plus de ouais, ouais. détails, autant dans le DVD que dans le livre. Mais je Ouais. voudrais insister, Florinette, sur quelque chose qui est important à dire, sans tomber dans le dolorisme et que tu cherches ou qu'on cherche à me plaindre. La vie d'un vrai médium ou d'une vraie médium, pour être franc, c'est plutôt une vie de galère. Ah, mais je comprends. Ah, mais non, mais Ah moi, bon. pour moi, c'est pas. Parce que je ne veux pas être méchant, il y a des tas de gens qui courent après ça, des Comment? stages, des livres. Mais je peux te dire, bien sûr, il y a de la chance des personnes comme toi, comme mon ami le docteur Charbonnier, ou Stéphane Alix, avec qui j'ai fait des émissions de radio, des émissions de télé, ou d'autres propositions que j'avais faites. Effectivement, il y a des revues, la revue de l'INRES, la revue de l'au-delà de Monsieur Drapeau, effectivement, entre autres, entre autres. Oui, Mais je veux dire, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas cette ouverture d'esprit de conscience. Et là, ça, sans faire de jeu de mots, ça fleurit, où il y a du reste malheureusement tout et n'importe quoi. Et pour dire que véritablement, pour ma part, on me crachait au visage, on me déchirait mes vêtements à l'école. Je les développe très bien. Donc la vie d'un médium, sans tomber dans mon dolorisme que vous plaignez tous, ceux qui vous avez aimé, mais je peux vous dire, la vie d'un vrai médium, c'est une vie de galère. mm. C'est Ah oui, non, vraiment non, tout à fait. Bah oui, une parce vie. qu'enfin, les enfants, ils ressentent que de toute façon, tu n'es pas comme eux, puis l'inconnu fait peur. Donc, au lieu la réaction, c'est quoi? Et là, c'est une réaction de violence, de rejet, ben, on veut presque te faire disparaître parce que tu gênes et puis tu fais peur. C'est ça qui est fou. Et effectivement, tu l'expliques très bien aussi dans ton Et je ouvrage. m'enferme dans le silence parce que je ne raconte rien, ni à mes parents. Je Ah rentre avec un œil au beurre noir, je rentre avec ma blouse déchirée. Je suis tombé par terre, j'ai joué mon sang parce que je me suis fait rouer de coups. Voilà, je passe les détails, je ne veux pas tomber dans le dolorisme. Mais ça, c'était important de le dire. c'est important, oui. Oui, non, tout à fait. Ah ouais, parce qu'il y a plein de choses qui se manifestent et puis que tes camarades le voient, ils y Ah assistent. oui, Et puis voilà, et puis je pense que ouais, c'est ça, ça fait peur. Ça fait peur. En plus, je pense aussi que tu étais obligé d'appuyer, je crois, sur ton bureau, enfin, je veux dire là où tu écrivais, puisque. oui, alors, sans développer, parce que je ne Oui, perds pas le fil du compère. oui, oui. Bon, les gens trouveront pas mal d'anecdotes, mais effectivement, dans la classe, avec effectivement, en plus, c'est rigolo parce que ma professeure s'appelait Mademoiselle Hubert, je pense à ma collègue et amie Florence Hubert, et donc il me déplaçait dans la salle, alors qu'il n'y avait pas du tout de courant d'air, je tiens à le préciser, et quand j'étais assis à l'époque, c'était des pupitres à l'époque, des tenir bien droit, c'était encore l'écriture avec la plume à encre, tu vois. Et donc, il me trimballait dans la pièce. Et quand je m'asseyais au-dessus, bon, c'était pas les néons qu'il y avait à l'époque, mais c'est des espèces de fils électriques avec les abat-jours, genre, tu sais, dans les années 40. Et donc, tranquillement, alors que je précise, il n'y avait pas de courant d'air, on commençait à voir à droite à gauche le truc qui commençait à se balancer de plus en plus. Et ça terminait très souvent par l'ampoule qui explosait aux grandes dames de l'électricien qui me suivait dans les cours et dans les classes à dire ah, on sait où c'est arrivé, c'est où il y a le gale. Et effectivement, par moment, comme tout comme écolier, j'avais des devoirs à faire, je regardais la maîtresse, effectivement, je devais recopier sur mon cahier ce que je voyais au tableau, mais c'était très problématique parce que j'avais effectivement ma chaise, autant ma chaise que mon bureau qui commençait à léviter. Je dis bien à léviter. Et j'étais obligé de m'appuyer dessus parce que soit il commençait à décoller, les gens me disaient oh, tu nous fais un tour de passe-passe. Voilà, alors, avec tout ce que ça peut comprendre. Et j'étais obligé de m'appuyer dessus pour maintenir la table au sol. Ça fait mauvais genre. Ouais. Ah non, mais c'est bien, voilà, parce que je trouve que ça appuie un petit peu tout ce que tu as pu vivre durant l'enfance. Et tu n'as qu'une envie, Florinette, c'est que ça s'arrête. Bah, bien sûr, mais c'est sûr. Ah, ça, je le comprends. Hein. Tu n'as qu'une envie que ça s'arrête. Alors maintenant, concernant le grand-père, c'est vrai que je suis petit-fils de médecin. Du reste, c'est mon grand-père, on en parlera un peu plus tard. Je crois que tu auras quelque chose à nous partager à la fin de l'émission.
qui était arrivé à la fin de sa vie, était en maison de retraite et c'est quelqu'un que j'affectionne énormément, qui est toujours présent au sens propre ou au sens figuré dans ma vie. Et voilà, mon grand-père, le docteur René Le Gall, et qui, quelques semaines avant son départ pour l'au-delà, me tient des propos qui, je vais être franc avec toi, Florinette, au départ, en toute honnêteté, me semblaient assez incohérents. Je me suis dit, moi, le pauvre, il doit avoir assez d'actualité, il a la maladie d'Alzheimer. Il me dit, Jean-Marie, je vais bientôt quitter ce monde. Oui. Mais de l'autre côté de l'au-delà, je continuerai à être présent, à t'aimer. Quel grand-père ne dirait pas ça à son petit-fils? Mais je continuerai à t'aimer, à t'aider. Et un jour, je reviendrai, tu comprendras, et on t'aidera avec les médecins du ciel. Oui, le grand-père. Ouais. Gentil grand-père, et il m'embrasse. Je le regarde, oui, je te vois rigoler. J'ai dit, ah là là, il est en train, excuse-moi d'être un peu cru, il est en train de péter un câble. Je ne dis rien, oui, papy, je t'aime. Et il m'a regardé d'un sourire vraiment pétillant. Il m'a tapé sur la l'épaule et il me dit, c'est un peu tôt, tu comprendras plus tard. J'ai compris vraiment plus tard. Mais c'est incroyable l'ouverture d'esprit qu'il avait d'abord, en plus, à cette époque-là. Je crois que c'est en 73. 73. C'est incroyable. Même mon grand-père, jamais il m'aurait parlé de ça. Et puis, on ne parlait pas du tout d'au-delà. Même les médecins ne parlaient pas du tout de ça. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit quand même, il était, je ne sais pas, il a dû avoir quelque chose. Il a dû se passer quelque chose dans sa vie. Il a dû voir des choses. Oui. On ne peut pas tenir un discours comme ça. Oui. C'est étonnant. Par la suite, il avait taquiné les tables tournantes, mais très succinctement. Mais je crois qu'il est resté très mystérieux là-dessus. Je ne vais pas inventer, je ne sais pas. Il a été très, très mystérieux là-dessus. Ouais. Il est un peu moins maintenant. Pour moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai fait ah non, mais il a vécu quelque chose. Il a dû voir quelque chose, c'est pas possible. Pas possible. Ce discours-là, c'est pas courant, surtout à cette époque-là. T'imagines, moi, en 73. Bah ouais, non, mais là, bah oui. Il a pété. Le papy, il a pété. Il perd la tête. Papy, il perd la tête. Oui. Et pourtant. Et pourtant, hein, Corinette, et pourtant. Et pourtant, ouais. Et donc, après, tu as d'autres phénomènes donc, qui vont faire leur apparition. Après, alors pour essayer, parce que je vois que le temps passe. Parce que, oui. Après, je dirais qu'il y a eu le décès, malheureusement, de mon oncle, qui s'appelle aussi René, donc il ne faut pas tout mélanger. Mon grand-père s'appelle le docteur René Le Gall, et mon oncle s'appelle aussi René. Pour faire simple, il y a eu aussi pas mal d'expériences qui touchent la médiumnité suite à son décès, avec effectivement des séances de médiumnité sous deux formes, celle des fameuses tables tournantes, que je déconseille à toutes les… J'ai été un peu casse-cou sans le savoir, hein, et heureusement je touche du bois, il ne m'est rien arrivé. Hein. J'ai découvert ce monde que je ne connaissais pas. Le décès de mon oncle est arrivé en 1976. Grâce à ses cousins que j'évoque longuement dans l'ouvrage, je découvre la philosophie spirit, le monde de la médiumnité et l'expérimentation, je peux dire. Il y a ce côté philosophique du spiritisme et le côté expérimental qui s'est réalisé pour ma part à travers des séances de table avec des messages que je laisserai découvrir aux gens très surprenants, très surprenants. Une autre facette qui a été aussi de l'écriture automatique, ou de l'écriture inspirée, mais vraiment guidée, avec vraiment des messages, comme vous pourrez le découvrir plus longuement, assez surprenants, qui accréditent la possibilité de la survie de la conscience. Mais partant de ça, je me suis dit, ça remplissait ma vie, ça prenait de plus en plus d'ampleur, donc ma scolarité en souffrait aussi, mais aussi, effectivement, d'essayer de comprendre pourquoi je vis ça et comment je vais m'adapter à la société. Et il y avait des manifestations de cette nature-là, mais il y avait d'autres manifestations qui commençaient à apparaître, des manifestations d'ordre physique, d'influence de l'esprit sur la matière. Et tout a commencé aussi dans ces années 75, 76, 75, où un jeune Israélien passe à la télévision d'un nom qui est devenu très sulfureux par la suite, du nom d'Uri Geller.
qui prétendait tordre des cuillères, des fourchettes et tout. Il passe à la télé, je suis comme tout le monde, je vois cette émission. Il avait même invité des personnes à faire ce genre d'expérience. J'avais essayé et lamentablement, il ne s'était rien passé. Et là, aux stupéfaction, à la fin de cette émission qui était diffusée en 1975, au moment où je vais m'endormir, j'entends une voix en clairaudience, pas dans ma tête, à l'extérieur, qui me dit quelque chose d'absolument surprenant. Deux choses. Il me dit, en temps et heure, nous sommes en 75, qui me dit, en temps et heure, tu rencontreras Uri Geller en personne. Lequel j'ai vu à la télé, je vais le rencontrer, tu le rencontreras en personne. Et dans un deuxième temps, tu rencontreras un Français qui va être très connu et qui fait la même chose que lui et qui fera aussi des expériences sur les objets tels que des barres en milieu scientifique. Nous sommes en 75. Eh bien, et tu vivras toi-même ce genre de phénomène et tu feras des expériences scientifiques dans ce domaine-là. On est en 75. Alors, je fais court, hein, on est d'accord. Oui. Eh bien, vous découvrez une nouvelle fois tous les détails dans l'ouvrage. Et pour faire court, en 1978, j'ai rencontré mon ami de longue date, Jean-Pierre Girard, sujet psy mondialement connu. J'ai un enfant de cœur à côté de lui qui a fait un nombre d'expériences de télékinésie, déplacement d'objets à distance et de psychokinèse. Donc, je l'ai rencontré en 78 et c'est un ami depuis plus de 30 ans maintenant. Mais au surprenant, en 1987, Uri Geller vient en France lors d'une émission, du reste sur mon site, il y a un petit extrait de ma participation à cette émission à droit de réponse, où à travers mon parcours assez long que je n'évoquerai pas, j'avais fait d'autres expériences qu'on va quand même évoquer. J'avais rencontré effectivement Michel Pollack dans un autre cadre d'autres expérimentations. Et à la suite de ces expériences, Michel Pollack, personnellement, m'a envoyé une invitation pour le 14 mars 1987, où Uri Geller était de passage en France, et j'avais une invitation personnelle pour assister à cette émission. Et effectivement, en 1987, 75, 87, je rencontrais en personne et avec un traducteur, lors de cette émission, je rencontrais Uri Geller. C'est fou. Mais j'ai remarqué que dans ton ouvrage, tu as quand même beaucoup de visions du futur parce que à un moment aussi, tu fais un bond dans le futur en visitant la maison de tes parents, je crois, qui est en construction ou qui est finie de construire. Oui. Et tu vas au fond du couloir et d'un seul coup, tu vois comme une salle d'attente de personnes qui attendent et tu vois un monsieur qui sort habillé en jean et pull rouge et en fin de compte, c'est toi. Tout à fait. C'est toi, mais des années plus tard. Alors, donc, tu fais quand même tu as beaucoup quand même de contact avec le futur. Le futur vient beaucoup vers toi. Je veux dire, ce souvenir du futur, mais c'est vraiment ça. Mais, alors, effectivement, pour planter le décor, mes parents ont fait construire une maison dans le Gers, à Risle-sur-l'Adour, maison secondaire à mes parents. Et quand ils font se construire cette maison en 1974-75, il y avait juste les murs, la toiture. C'était papa, rien du tout. Mon père me fait visiter la maison en disant, bon, là, il y a l'entrée, là, il y a le fameux couloir, là, il y a les WC, là, il y a j'ai mon frère, il y aura la chambre de mon frère Philippe, il y aura ta chambre. Et au moment donné où on est dans ce couloir, à un moment donné, pour préciser, moi j'avais mes parents et mon frère derrière, j'étais devant. Donc il me dit, ça à tel endroit, Jean-Marie, ça à tel endroit. Et en avançant, à un moment donné, je suis pris dans un espèce de brouillard. Tu sais, quand ce brouillard voilà, va pour une espèce de brouillard, et je vois mes parents qui sont toujours derrière, je me tourne, moi je continue à avancer, et je rentre momentanément, je dis, ce truc, dans un espèce de brouillard, je sors de ce brouillard, et j'étais toujours dans le couloir. Mais qu'est-ce que je vois? Effectivement, je vois une jeune femme au bout du couloir, assise sur un espèce de tabouret, en train de feuilleter un journal. Effectivement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Effectivement, je me dis, mais
je ne comprends pas. Et, il y a de la peinture, il y avait de la tapisserie, il y avait tout. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est une salle de cinéma? C'est le futur? C'est quoi? Et je vois effectivement, sortant de l'angle droit, un homme qui vient, alors tu vas voir, qui vient accueillir cette femme et qui dit, je vous en prie, madame, rentrez dans mon cabinet. Habillé en jean, pull rouge. Toi, j'ai changé aujourd'hui. Nathalie m'a dit, tu ne vas pas me refaire le coup, hein. Surtout avec Floridette. Et je vois, et au moment où ce personnage invite la personne à rentrer dans le bureau, je vois le personnage se tourner et je le reconnais. J'ai un temps d'émotion, Floridette, parce que c'est moi. Mais alors, tu vas me dire, et cette histoire, alors, cette histoire, on est en 75. Eh bien, pour des raisons privées et professionnelles, j'habite un certain nombre de mois, 4-5 ans, dans le Gers, dans la maison familiale. Et cette scène que je viens de te décrire, eh ben, je l'ai vécue. Et la personne que j'ai vue à l'angle, je l'ai reçue en soins. Oh là là, c'est incroyable. Et quand cette personne, quand j'ai habité de 2005 à 2011 dans cette maison familiale, un jour, j'avais effectivement, comme tout magnétiseur, mon activité professionnelle. Je faisais le matin, comme je fais toujours, le matin de 9h à midi, mes permanences stéphaniques, et je recevais sur rendez-vous l'après-midi. Donc, je commence mon après-midi. Tu imagines, j'avais une patiente, les personnes, j'aurais dit, vous rentrez, vous sonnez, il y a une personne qui va vous faire entrer et vous diriger effectivement dans le fameux couloir. Vous avez un endroit, le sanitaire, vous installez, il y a un tabouret, des petites revues et tout. Donc, j'avais entendu la personne rentrer. J'avais congédié, je venais de terminer. Et t'imagines, je ramène la personne, mais en sortant, l'électrochoc, Florinette. La personne me regarde et je lui dis, mais on ne s'est déjà pas vu. Et la personne me dit, mais monsieur Le Gall, c'est la première fois que je viens vous voir. Et elle est habillée de la même façon. Et moi, je fais tilt à ce moment-là. Je dis, monsieur. Et quand elle rentre, j'ai le secret professionnel. Tout ce qu'elle m'explique sur le plan médical, c'est exactement parce qu'attends, ce que j'ai expliqué, que j'ai vu ce jeune homme et cette femme, mais je les avais un peu suivis. Je n'ai pas trop développé mais je les suivis. Donc, je me suis vu encore de l'extérieur. Dans le bureau, je me voyais, moi, en train de parler avec cette femme qui lui expliquait son problème de santé et qui correspondait exactement à ce qu'elle m'a dit quand je l'ai vue pour de vrai. Ah ouais, c'est vraiment rentré dans le futur, là. Et tout y est, au moindre détail. Moi, c'est vraiment incroyable quand même. Alors, je vais évoquer quelqu'un que tu connais bien et que nous apprécions tous les deux, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Qui a vécu ça aussi. Il me semble qu'il a pas… Oui, alors je voulais évoquer, on fait tu me diras, parce qu'autrement on en a pour 2 heures. Hein. Ça c'est incontournable à raconter. Donc, à la suite de toutes mes expériences médiumniques, j'ai une amie qui me propose, pour me remercier de ce que je lui avais apporté sur un plan personnel, d'aller voir dans les années 77 un médium voyant assez connu, mondialement connu, qui s'appelait Mario de Sabato, qui vivait à Paris, qui avait son cabinet effectivement au métro Rome, effectivement, et qui avait la caractéristique, il n'avait pas de support, hein, pas de carte, pas de boulin, il prenait la main des gens et il avait des images et des flashs. Et donc, cette amie Paulette Viennot me paye la consultation exorbitante, il faut le reconnaître, Mario de Sabato, et quand je rencontre ce monsieur, il me prend les mains, il me dit, vous ferez de la télé, vous ferez de la radio, vous serez connu, vous allez soigner des tas de gens dans le monde entier, dans votre cabinet et à distance, vous serez assisté par un médecin qui, du monde de l'au-delà, vous guidera. Ça va te rappeler quelqu'un. Ah bon? Je vois que vous allez rencontrer aussi pas mal de monde, des scientifiques, des journalistes et des personnes du corps médical. Et il y en a un qui va être important dans votre vie. Ah bon? Il aura des problèmes avec le corps médical et les médecins. Il aura des problèmes avec des journalistes.
je le vois faire ses premiers déplacements au Canada, mais c'est quelqu'un qui sera pour vous de cœur une amitié sincère, très longue, et vraiment, et il me dit, on est en 1976-77. Vous le rencontrerez en 2005-2006. C'est pas n'importe quoi. C'est fou. C'est pas dire, vous allez rencontrer, comme on dit des fois en psychologie, l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est dit, vous avez une personne près de vous qui est morte d'un cancer. Qui n'a pas perdu un être cher d'un cancer? C'est ce qu'on appelle en psychologie, c'est un effet, ce qu'on appelle en psycho, l'effet Barnum. C'est-à-dire, on te donne un détail qui est valable pour tout le monde. Non, Mario de Sabato me dit, vous rencontrerez cet homme qui est médecin, qui sera mondialement connu, qui a des problèmes avec les conseils de l'ordre, avec les médecins, avec les journalistes, et dont l'intérêt principal serait les approches de mort imminente et de prouver la survie de la conscience après la mort. On est en 76. Et la cerise sur le gâteau que tu connais, Florinette, il me dit, je ne vais pas vous dire son nom, mais je ne comprends pas, autour de lui, il y a des mines de charbon partout. Il y a du charbon partout. Il me dit, charbon, charbonnier, c'est un minier, charbon, charbonnier, charbon, charbonnier, charbon, charbonnier. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Grâce à quelqu'un qui m'est cher, qui est parti de l'autre côté des étoiles, qui s'appelle Jean-Claude Carton, dont on peut du reste écouter pas mal d'émissions sur Étoile du Cœur, qui ont tous été enregistrées, eh bien, je rencontre Jean-Claude Carton dans les années 2005-2006, et il m'invite à faire une émission qui est sur mon site, qui s'appelle La Nuit des médiums, où il y a un certain nombre de personnes que je connais, confrères, Henri Vigneault, Florence Hubert, le père François Brune, Joël Frétet, qui est maintenant au Canada, un ami médium, et autres. Et à la veille de cette émission le soir sur Radio Ici et Maintenant, j'ai une chance privilégiée. Jean-Claude Carton me dit, mais il y a un toubib qui va venir faire cette émission. Il écrit des livres un peu spéciaux sur les approches de mort imminente. Il ne veut pas trop se montrer, il ne peut pas avoir des problèmes, mais c'est un type génial. Il ira loin, il aura sans doute des problèmes, mais il vient ce soir à l'émission pour la nuit des médiums. Et je vais te le faire rencontrer avant. Et on va manger ensemble au troquet du coin. On va au troquet, il me dit, il va être un peu en retard parce qu'il vient spécialement de Toulouse. Et avec ses gardes et tout. Et qu'est-ce que je vois? Il me présente, je ne connaissais qu'un tout petit peu, il me dit, je te présente le docteur Jean-Jacques Charbonnier. On se met à table. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Le Gall. Au bout d'10 minutes, il me dit, bon, tu m'appelles Jean-Jacques et moi je t'appelle Jean-Marie. Et voilà. Mais tu vois, c'est ce que je te disais, c'est fou, tu as toujours eu cette porte ouverte vers le futur. Franchement, c'est incroyable. Ça, c'est du vécu. Ça, c'est oui, du vécu. Tu te rends compte, je sais pas, quand on voit comme ça, quand on lit ton livre, on dit, mais c'est fou parce que on a l'impression qu'on te montre tout ce qui va, enfin, c'est même pas l'impression, c'est qu'on te montre tout ce qui va se dérouler. Et puis vraiment des événements importants dans ta vie. C'est vraiment, le futur est très, très présent. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment aussi étonnée dans ton livre. Oui, ben, j'en fais le constat. Ah oui, oui. Et puis bon, après, là, on ne va pas tout détailler de l'ouvrage. Et puis franchement, j'invite les gens je vais le partager à l'écran pour qu'on puisse, si les personnes sont intéressées, je le conseille vivement de lire ton livre Contact avec l'au-delà, préfacé par le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il y a aussi une autre préface de Jean-Pierre Girard. Aux éditions Lanor, je ne sais pas si ça se voit très bien, Lanor, L-A-N-O-R-E, et je précise bien, version 2018, parce qu'il y avait une première édition en 2007, mais vraiment celle qui est d'actualité, réactualisée de ma prime enfant jusqu'en 2017, si vraiment les personnes sont susceptibles d'être intéressées, c'est vraiment cette version, effectivement, avec Jean-Jacques en préface, qui date de 2018 et qui est disponible chez l'éditeur, aux éditions Lanor. Je ne dis pas qu'il est encore dans les rayons, hein, mais qu'on ne vous dise pas, on peut le commander. On peut le commander. C'est sûr.
Et là-dedans, on verra aussi, enfin, les personnes vont découvrir aussi les expériences scientifiques, puisque tu as rencontré aussi des scientifiques, parce que toi, tu étais soucieux de connaître ben, pourquoi, pourquoi tu avais ces phénomènes, pourquoi ben, toi, tu avais ce magnétisme, tu vivais tout ça. Donc ça aussi, c'est un passage très important. Avec des expériences de magnétisation d'eau, telles que j'évoque dans le livre avec le docteur Birkens, des expériences de psychométrie, enfin pas mal d'expériences effectivement d'influence de l'esprit sur la matière, hein, qui sont évoquées. Alors là, c'est un peu caractéristique, Oui, oui, mais c'est effectivement. marrant. Hein, on voit J'adore effectivement le personnage derrière ouais. et le docteur Jean Birkens, paix à son âme, qui est effectivement décédé, où effectivement je me suis livré à des protocoles très rigoureux d'influence d'esprit sur la matière, sur de l'eau et effectivement sur, entre autres, une barre métallique qu'avait tordue Jean-Pierre Gérard et effectivement des choses assez surprenantes et d'une façon non truquée, je précise. Oui, parce que toi, ben voilà, il y avait, comme tu racontes dans ton livre, il y avait les petites cuillères qui se tordaient. Enfin voilà, c'est la Alors, psychothérapie. il y avait les phénomènes qui se faisaient d'une façon complètement involontaire aussi, d'une psychokinèse involontaire, effectivement, à mon domicile, mais j'ai toujours voulu, dans le fond de moi, unir science et spiritualité, médecine et spiritualité, de faire la jonction de pont entre les deux. Donc, en vivant ce que j'ai évoqué très succinctement, et après, je pense qu'on pensera à des choses très intéressantes sur le domaine du soin, j'ai voulu toujours avoir une méthodologie, et beaucoup dans ce domaine-là, d'humilité, de rigueur, et surtout dans ce domaine-là, de discernement. Donc, toute une phase, je dirais, de médiumnité empirique, une phase d'expérimentation scientifique, mais après de se dire, maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que je fais dans la vie? Et oui. Comment je vis? Comment je m'insère dans la société? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et donc, ayant un BTS de biologie, je rentre au départ, dans les années 78, dans l'éducation nationale, en faisant office de préparateur en physique-chimie, jonglant Dr. Jekyll et Mr. Hyde, télé, radio entre les deux, le grand écart. Je n'ai pas pu devenir médecin, donc je suis un cursus assez traditionnel de naturopathie. Et je commence tout doucement à exercer dans les années 85. Ça fait plus de 30 ans que je travaille. Et donc là, on va calculer sur, je dirais peut-être ce qui me touche le plus. Je commence à recevoir dans mon domicile, dans le 15e, effectivement, rue du Théâtre, quelques personnes. Hein, on commence tout petit à petit. Et où je faisais magnétisme, imposition des mains, d'une façon un peu empirique. Hein. J'avais lu des bouquins, j'avais vécu aussi, on verra, d'autres expériences dans ce domaine-là, naturopathie. Et puis un jour, je vois une patiente qui vient me voir. Je faisais passion longitudinale, transversale, le souffle. Enfin, c'est des méthodes assez empiriques. Et au moment où je fais le soin, à travers le mur, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Qu'est-ce que je vois? Je vois 3 silhouettes lumineuses apparaître. Très denses, comme dans ma prime enfance. Et qu'est-ce que je vois? Se matérialiser mon grand-père, qui me dit maintenant, il est temps. Et je vois à côté de lui, il y avait un homme habillé comme un chirurgien. Il y avait une jeune femme à côté, comme avec une espèce de soucoupe, avec une seringue, des pinces, des instruments, mais c'était brillant tout autour. Et il m'a dit, mais maintenant, il est temps que tu commences ton travail avec les médecins de l'au-delà. Et je vois ce personnage avancer vers moi, d'où mon DVD complémentaire s'appelle Les mains de lumière, et je vois ces mains de lumière, ectoplasmiques de lumière, qui viennent se poser sur mes mains. Et là, effectivement, comme pas dans un état de transe profond, je sens comme si j'étais entre un état de veille et de sommeil, et je me vois un peu observateur, comme s'ils incorporaient ma tête et mes mains, et à commencer à avoir une gestuelle mécanique, j'oserais dire chirurgicale, pendant un certain nombre de temps, et après ça s'arrête. Et, chose surprenante, pendant cette manifestation que je suis un peu comme un pantin que je vois, je suis entre la veille et le sommeil. Je remarque quelque chose qui est caractéristique, je sens une odeur.
une odeur d'éther de formol. Mais vraiment, ça sent fort. Et donc, après, je vois ces personnages qui retirent ses mains des miennes, qui s'extériorisent. Je les vois à côté de moi se dématérialiser jusqu'à devenir de la lumière intensément blanche, et en petits flocons se dématérialiser complètement, soit traverser le mur, ou soit se dématérialiser dans la pièce. Tu t'imagines, la première fois, ça m'est arrivé, hein, Florinette. Donc, je garde mon calme, je vois la personne qui se lève, elle me dit, mais vous avez vu ce que vous avez fait au-dessus de moi? Et vous avez fait. Et puis à un moment donné, monsieur le gars, je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous avez fait des gestes, on avait l'impression que c'était de la chirurgie. Vous coupiez, vous mettiez comme s'il y avait une seringue. Et la personne, en se levant, Florinette, j'avais remarqué qu'à la fin du phénomène, il y avait comme une espèce de poubelle métallique matérialisée qui était encore là. Moi, je la vois, elle ne la voyait pas. Et en venant de s'asseoir à mon bureau, elle heurte la poubelle qui n'existait pas. Et on entend un bruit métallique. Incroyable. Et l'objet se dématérialise. Elle s'assoit à ma table et elle me dit, mais monsieur Légal, vous avez senti l'odeur? Quelle odeur? Elle me dit, mais j'ai heurté un truc là. Mais non, madame, il n'y a rien. J'ai heurté un truc, j'ai entendu du métal comme si j'avais heurté une poubelle ou un truc comme ça. Mais elle me dit, bon, d'accord, vos gestes sont un peu curieux, on dirait que j'ai un chirurgien qui m'opère. Et elle me dit, mais par contre, j'ai dans le pif, j'ai une odeur depuis tout à l'heure. Et j'ai dit, et c'est quoi? Ça sent mauvais? Non, mais j'ai l'impression de me retrouver à mon enfance, quand on me mettait un masque sur le visage, ou encore ces dernières années, avec une odeur de formol, d'éther. Est-ce que c'est normal? Et là, Florinette, je dis, vous inquiétez pas, je maîtrise. Tout va bien. Je maîtrisais rien du tout. Voilà. Donc, du coup, la personne, je la raccompagne. Et là, j'avais un petit break de quelques minutes, toi, avec l'autre personne qui arrivait. Et là, je dis, c'est pas possible, je deviens dingue, il faut que je voie un psy. Donc, je prends une feuille de papier, je me dis, écoute, papy, au secours, qu'est-ce qui se passe? Et je vois en écriture automatique, Jean-Marie, oui, c'est un peu brutal, je t'avais averti, 3 petits points de suspension. Maintenant, ta façon de travailler va évoluer, n'aie pas peur, avec moi et les médecins du ciel, nous serons présents, pas tout le temps, mais dans un certain nombre de soins, nous viendrons te donner un coup de main. Et là, je confirme. Et là, je confirme parce que je vais apporter mon témoignage personnel. Car depuis, donc on s'était vu en mars 2018 et cela, ça faisait plusieurs années parce que je me suis fait une entorse de la jambe droite en 2011 et je souffrais depuis d'une douleur vraiment juste devant la hanche droite. Et malgré de nombreuses séances de kiné, d'ostéopathie, de chiropractie, cette douleur, elle n'a jamais disparu. J'ai fait pas mal d'examens de radiologie. À part de l'arthrose, personne ne comprenait pourquoi j'avais cette sensation de lourdeur dans ma jambe qui me faisait boiter et qui m'empêchait même de marcher normalement parce que dès que je faisais quelques mètres, pof, j'avais la jambe qui se coinçait mais qui me faisait mal et puis qui pesait, comme je disais, mais elle pèse 1 tonne et puis j'avais super mal. Et puis donc, on a fait une première séance ensemble. Et 3 semaines après, parce que moi, je me suis dit, bon, là, il faut que je tente. Je ne peux plus, je ne peux pas rester comme ça, à ne pas pouvoir marcher, surtout qu'en plus, j'adore les randonnées. Et donc, 3 semaines après notre première séance, donc je suis revenue. Et puis là, ce qui m'a vraiment étonnée durant cette séance, c'est que d'un seul coup, tu me dis, bon, voilà, tu fais. Alors déjà, pour commencer, je voudrais rajouter quelque chose qui va peut-être étonner. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais avant de faire cette séance de magnétisme, j'avais passé un IRM. Et en passant l'IRM, tout du côté droit, j'ai reçu des décharges électriques dans l'IRM. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je le dis au radiologue, qui me dit, pourquoi, bon, qui sourit, qui se fout un petit peu de moi, bon, c'est votre peur, tout ça, bon. Et ce qui était étonnant, c'est quand je suis arrivée la première fois dans ton bureau, tu m'as dit, ah, c'est bizarre, vous avez tout le côté droit, l'aura, enfin, le corps énergétique de décalé, de sortie. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah, mais voilà, pourquoi? Mais j'en sais rien, mais je me suis comme ça.
Ah, mais voilà pourquoi j'ai pris des décharges dans l'IRM. Pour moi, c'était lié. Donc après, tu as travaillé par des passes magnétiques sûres pour remettre ce corps énergétique, on va dire, dans l'alignement du corps physique. Donc ça, c'était la première séance. Donc la deuxième séance, tu es allé un peu plus loin. Donc là, tu m'as dit à un moment, je vais vous opérer. Donc, opérer, c'est quoi? Et donc là, tu mimes, tu me dis, bon, je vais vous faire une anesthésie au niveau de la hanche en me disant, bon, ça risque de piquer. Et là, je souris, je me dis, oh là, mais c'est quoi ça? Donc, on me dit, OK. Donc là, je vois que tu mimes une seringue. Donc là, je ne ressens pas de piqûre. Mais d'un seul coup, très vite, j'ai eu comme une sorte, j'étais vraiment stupéfaite, c'est que j'ai senti une sorte de fluide qui est parti de là où tu as fait la piqûre, qui s'est propagé donc jusque dans, alors qui montait, qui s'est propagé jusque dans ma gorge, dans mon nez, avec un drôle de goût dans la bouche. J'ai fait le lien avec une anesthésie. Hein. Et là, j'ai pu bouger, j'ai pu parler, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, tu as fait donc, puis je te voyais après à la fin, parce que j'ai rouvert les yeux, je dis mais c'est quoi? Puis mon mari qui était assis à côté, lui avait sûrement les yeux écarquillés, parce qu'il te voyait recoudre, puisqu'après il m'a expliqué un petit peu ce que tu avais fait. Ok, je me lève de la table, bon, j'avais quand même pas mal de vertige, et puis à un moment, pareil, tu fais des pas sans me toucher, derrière, au niveau de la colonne, au niveau de la nuque, et là, dès que tu arrives à la tête, je fais ça comme ça, et je fais ah mais ça fait bizarre, j'avais vraiment l'impression que tu me touchais, et mon mari me disait, mais non, te touche pas. Et ça c'est vraiment ça me restera, je crois, tout le temps. Ces images sont encore dans ma tête. Et c'est pas fini. C'est qu'après, on repart. Donc là, on était te voir à Anglet, nous, on est sur le bassin d'Arcachon. On reprend la voiture. Et sur la route, d'un seul coup, on se regarde, mon mari et moi, médusés. Une odeur d'éther envahit l'habitacle, au point qu'on est obligé d'ouvrir les fenêtres. Et ça dure quelques secondes. Et on aurait pu croire que ça venait de dehors, mais pas du tout. Parce que quand on a ouvert les fenêtres, c'était de l'air frais, de l'air pur qui rentrait. Et on s'est dit, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, on rentre à la maison. Et tout ça, mais moi, ça nous est resté. On en a beaucoup parlé le soir. Et moi, je suis restée mais pendant 2-3 jours dans un état nauséeux, mais une grande fatigue, comme un contre-coup post-opératoire. Et même, et ça, je ne l'ai pas dit dans le témoignage, c'est que 2 jours après, j'étais vraiment pas bien. J'avais des vertiges, donc avec cet état nauséeux. Je me suis allongée sur le canapé et j'ai fait appel, puisque comme je sais qu'il y avait ton grand-père, puisque j'avais déjà lu ton premier ouvrage, celui-ci, et puis j'avais vu ton site, et je me suis allongée sur le canapé et j'ai fait appel à ton grand-père. Et là, j'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi, tous ceux qui sont venus, aidez-moi. Et là, je ne me souviens plus de rien. Du noir est arrivé et je ne me souviens plus du tout de rien. J'ai dormi toute l'après-midi. Et quand je me suis réveillée en début de soirée, mon mari, c'est lui qui m'a réveillée, j'étais bien. L'état nauséeux était parti, ma fatigue était partie et ma douleur était partie. Tout était parti. Même si cette douleur, je ne l'avais plus de 3 jours après, mais j'avais tellement cet état où j'étais pas bien, avec des vertiges, mais je ne me rendais pas trop compte parce que j'étais tellement fatiguée que je n'avais pas encore entrepris une grande marche. Et là, 3-4 jours après, je suis à mon mari, j'aimerais bien ressortir en forêt, m'aérer un peu. On est parti marcher. Et là, j'ai fait 5 km. Et ça fait des années que je n'avais pas marché 5 km. Donc voilà, du fond du cœur, encore merci beaucoup à toi, Jean-Marie, pour... Et eux, c'est surtout eux. Et merci au médecin du ciel. Merci à René Le Moi, je suis Gallata. pour moi. C'est vraiment, voilà. Et tu vois, voilà, je voulais aussi dire ce passage que j'avais jamais dit pour l'IRM et pour sur le canapé. Tu m'as appris, je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu m'as fait un beau cadeau aujourd'hui, je ne savais pas. Voilà, voilà. Et pour moi, je mets ça sur ce compte-là parce que vraiment, j'ai pris des décharges dans l'IRM. Ça me piquait comme des petites aiguilles, tout sur le côté de la jambe. Et toi, quand j'arrive dans ton cabinet, tu me dis, oh, mais vous avez tout le côté droit. Oh, je dis, c'est ça, c'est pour ça. Et puis après, sur le canapé, oui, là, j'ai fait appel. Et ce qui m'a vraiment
marqué, et ça me marquera à vie, c'est que d'un seul coup, mais ça a été un trou noir, comme si qu'on tirait les rideaux. Une fois que j'ai fait appel à eux et à René Le Gall, comme si qu'on tirait un rideau noir. Tout est venu noir et je crois que je suis tombée dans les pommes. J'en sais rien du tout. Ou j'ai perdu connaissance, je ne sais pas. Mais après, je me suis réveillée. Waouh, j'étais en super forme. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, hein, tu sais. Mais c'est, Je ne suis pas un magicien, hein. Je tiens quand même à préciser. Donc, qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle maintenant? Je fais toujours mon petit bonhomme de chemin. Je suis à Anglette où effectivement, je lève le pied, hein, depuis 30 ans maintenant. Je fais des vacations ponctuelles dans un centre paramédical à Anglette. Et le reste de mon activité est du reste 98% du travail photo France, département d'outre-mer et de l'étranger de langue française. Je n'ai aucune prétention. Je ne suis qu'un simple courroie de transmission et j'essaye sans prétention d'aider et de soulager les gens et j'essaie de faire pour le mieux. Ah, mais... de toute façon, on le ressent. Franchement, quand je suis venue te voir, c'est ça, toi. Tu es très à l'écoute et puis vraiment, on sent que tu es d'une grande honnêteté. De toute façon, dans ton ouvrage, il y a beaucoup d'humilité. Tu consacres ta vie au soulagement de la souffrance des personnes. Comme on atteste les témoignages présents dans l'ouvrage, comme on atteste le témoignage que je viens de faire. Et puis en plus, je sais que tu t'occupes beaucoup des personnes atteintes de cancer pour les soulager des brûlures. Gratuitement. Voilà. Gratuitement. Là, bénévolement et gratuitement. Ouais, et pour tous ceux qui veulent avoir une séance avec toi, tu as un site que je vais partager à l'écran où ils peuvent te joindre. Voilà, tu as un site qui est très clair. Vous avez tout. Voilà, vous pouvez cliquer sur soins et tarifs. Oui. Et puis vous laissez guider. Donc là, j'ai cliqué. Bon, ça met un certain temps parce que comme on est en connexion avec Zoom, voilà. Oui. Là, vous avez les soins et les tarifs. Tout est très clair. Tout est très clair. Voilà, vous avez ça. Vous suivez et c'est abordable. Ça, je tiens à le préciser. C'est très abordable. Je tenais sans prétention que mon travail, autant à travail à distance, je ne suis ni un magicien, je ne suis pas un prescripteur de séance, je reçois les gens individuellement. Je voulais que, bien sûr, il faut que je gagne et que je travaille, que je gagne ma vie, mais je ne voulais pas que mon travail devienne réservé à une élite. Non, ça c'est très important. Très, très important. Et voilà, moi, j'ai pu y aller et je pense que beaucoup de personnes qui ont besoin de soins, qui n'hésitent pas. Alors, je tenais quand même à préciser. Moi, j'y suis allée sans me dire que je vais sortir, ça y est, tout va être fini. Oui. J'y suis allée parce que j'ai fait d'abord, je suis passée par la médecine, j'ai fait toutes ces séances, je suis allée voir mon médecin, j'ai fait les séances de kiné, les séances d'ostéopathie, j'ai suivi tout un protocole, j'ai été faire des radios. Et quand j'ai vu que personne ne m'amenait de solution, c'est là que je me suis dit, je vais voir ces médecines complémentaires. Moi, c'est quand même complémentaire et voir ce que ça va donner. Et j'ai vu le résultat. Tu as bien vu ce qui est important. Hein, on n'est pas en train de vendre des barils d'Ariel. Hein. Je dis toujours aux gens, déontologiquement, la personne, et je l'ai encore répété longuement ce matin lors de mes permanences téléphoniques, avant tout, vous voyez votre médecin, vous faites un diagnostic médical, vous suivez les prescriptions médicamenteuses, vous faites les examens nécessaires quotidiennement, et moi, ensuite, je viens en pas substitutif, en complément, et après, c'est du cas par cas. Alors, je vais être honnête aussi, tu m'as confié un témoignage bouleversant et magnifique. J'ai mes réussites, mais par honnêteté, j'ai aussi mes échecs, y compris en énergétique et même avec les médecins du ciel. Un jour, j'ai demandé à mon grand-père, il m'a dit, vous n'avez pas, nous n'avons pas toutes les réponses. Quand on regarde ce film magnifique, que peut-être certaines personnes ont vu, qui s'appelle Nos Solars, du fameux médium qui transcrit les enseignements à travers ce médium de Chico Xavier. Voilà, il ne faut pas croire, parce qu'on va téléphoner à Jean-Manuel Le Gall, qu'on va tout résoudre. Et il y a deux domaines que je ne touche pas, tout ce qui est la génétique et le psy. C'est du cas par cas, il y a des réussites, il y a aussi des échecs, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et on essaye de faire pour le mieux, médecine et médecine complémentaire, sans faire de jeu de mots, main dans la main. Voilà, exactement. Mais c'est ça qu'il faut. La preuve, c'est complémentaire. C'est complémentaire. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jean-Marie, pour ce partage, ce moment passé avec toi.
Et puis, ben, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, ben, à très bientôt. Au revoir, Et Jean-Marie. merci. Au revoir Florinette et merci à tous de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.